Le soleil tapait sans pitié sur la route de terre qui menait vers le sud. Domingo était enchaîné à la charrette avec 5 autres captifs, tous silencieux, comme s'ils avaient déjà perdu l'envie de parler. Les esclaves appartenaient à un certain capitaine Moret, un homme petit et corpulent qui mâchait du tabac et crachait constamment par terre. Ses yeux, durs et froids, reflétaient sa cruauté. Il traitait les esclaves avec une sévérité extrême, bien pire que le bétail. Le voyage dura 3 semaines. Ils traversèrent des villages modestes, de puissants fleuves, et dormaient en plein air, faute de ferme pour les accueillir. Chaque jour, Domingo avait l'impression de s'éloigner non seulement de la ferme d'Albuquerque, mais de tout ce qu'il avait un jour considéré comme son foyer. Une nuit, campé près d'une rivière, il parla avec un autre esclave, un jeune homme nommé Antonio Bento, marqué de cicatrices sur le dos et avec un regard de révolte. « D'où viens-tu, frère ?» demanda Domingo. Antonio cracha par terre avant de répondre « Je viens d'une ferme près de Campina. Je me suis enfui 2 fois, mais on m'a rattrapé. Maintenant, on va me vendre ailleurs, car on dit que personne ne peut s'échapper de là. Être libre semble impossible. » Domingo sentit une lourdeur dans sa poitrine. « Tu penses à t'enfuir ?» demanda-t-il. Antonio sourit, un sourire sans joie. « Chaque jour, je rêve de liberté. Si j'arrête d'y penser, c'est que j'aurai perdu mon humanité. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je préfère mourir en essayant. » Ces mots semèrent une étincelle chez Domingo, qui jusque-là s'était traîné comme un mort-vivant, sans espoir. Une rage silencieuse commençait à croître en lui, une révolte longtemps contenue par des années d'obéissance forcée. Lorsqu'ils arrivèrent finalement dans la région des Charquadas du Rio Grande do Sul, Domingo comprit pourquoi cet endroit était surnommé l'enfer sur terre. Ces établissements gigantesques transformaient des milliers de têtes de bétail en viande salée pour nourrir les esclaves à travers le Brésil. Le travail y était brutal. Les hommes ne survivaient que quelques années avant de tomber malades ou d'épuisement. L'air sentait le sang et le sel, et le sol était rougi par le sang des animaux. Les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, sous le fouet des contremaîtres. Domingo fut vendu à un éleveur nommé Dom Rodrigo Tavares, un homme grand et mince, réputé strict mais juste. Plus de 100 esclaves travaillaient dans cette charqueada, pour la plupart de jeunes hommes forts, car le travail exigeait une force brutale. Il y avait aussi des gauchos, libres mais pauvres, qui réalisaient des tâches spécialisées comme la découpe et le salage de la viande. Domingo pensa qu'il ne pourrait jamais supporter ces efforts. Ses mains saignaient à force de tenir le couteau, son dos souffrait sous le poids des couvertures de viande, et la maigre ration quotidienne ne suffisait pas à le nourrir. Mais Antonio Bento était là pour l'encourager. Chaque soir, il racontait des histoires de quilombos et de noirs ayant réussi à retrouver leur liberté, ravivant la flamme d'espoir dans Domingo. Avec le temps, Domingo rencontra Rosa, une esclave travaillant dans la cuisine depuis 25 ans. Elle avait un sourire timide mais magnifique. Fille d'une esclave et d'un homme libre, sa peau plus claire et ses yeux couleur miel la rendaient lumineuse à ses yeux. Dès le premier regard, il eut de la compassion pour elle et fut touché par sa force silencieuse. Domingo recevait toujours les meilleurs restes. Parfois, c'était un morceau de viande plus maigre, parfois une patate douce rôtie, de petits gestes d'affection qui donnaient l'impression que les dimanches existaient encore et que la bonté persistait dans le monde. Avec le temps, il commença à parler avec Rosa. Elle lui racontait sa vie dans la Charqueada où elle était née et lui parlait de ballet et de la ferme de café, sans jamais révéler certains secrets profondément enfouis. Ce secret concernait Mariana, une blessure qu'il gardait au plus profond de son âme et qu'il n'avait jamais voulu partager. Rosa, intuitive, comprit vite que Domingo portait une souffrance qui dépassait la fatigue physique. Une nuit, assis près du feu dans les quartiers des esclaves, elle lui demanda doucement « Qu'est-ce qui t'a tant blessé, Domingo ? Qu'est-ce qui a volé la joie de tes yeux ?» Pour la première fois depuis longtemps, Domingo se confia. Il raconta ses nuits de douleur, sa honte et l'enfant qu'il aurait pu avoir avec Mariana. Rosa écouta en silence, laissant ses larmes couler, et à la fin, elle lui prit simplement la main et dit « Tu n'es pas à blâmer. Ce qui t'est arrivé ne diminue pas ta valeur. Cela montre seulement combien ce système était cruel. » Ces mots furent un baume pour son âme blessée. À partir de cette nuit-là, Domingo et Rosa se rapprochèrent. Un véritable sentiment naquit entre eux, différent de ce qu'il avait connu avec Mariana, basé sur le respect, l'affection et le choix. Pour la première fois, ils s'aimaient librement, sans peur ni contrainte, se retrouvant même lors de la nuit de la nouvelle lune,
cachés dans un coin des quartiers des esclaves. Au fil des mois, leur amour grandit comme une plante bien entretenue. Ils rêvaient de liberté, de fonder une famille sans chaîne et de quitter la Charqueada. Antonio Bento, un compagnon de confiance, leur parla d'un quilombo caché dans les montagnes, un refuge pour les Noirs libres qui se défendaient des chasseurs d'esclaves. Il proposa à Domingo et Rosa de rejoindre le plan d'évasion lors de la prochaine nouvelle lune, avec l'espoir d'une vie nouvelle. Après quelques hésitations, tous deux acceptèrent, préférant risquer la fuite plutôt que de rester enchaînés à vie. Les jours précédant l'évasion furent remplis de peur et d'anxiété. Domingo et Rosa rassemblèrent des provisions discrètement et prièrent pour leur protection. Lors de la nuit prévue, 12 esclaves se regroupèrent près de l'enclos à chevaux, guidés par Antonio. Ils détachèrent les chevaux et avancèrent à pied pour éviter d'attirer l'attention. Rosa tenait fermement la main de Domingo, et au lever du soleil, ils étaient déjà loin de la Charqueada, cachés dans une forêt dense près d'un ruisseau. Mais leur liberté fut de courte durée. Rodrigo Tavares avait des contremaîtres et des chiens entraînés. Le 3e jour de leur fuite, les chiens retrouvèrent leur piste. Les chasseurs d'esclaves encerclèrent le groupe près d'une cascade et une violente fusillade éclata. Antonio cria de courir. Quelques-uns réussirent à s'échapper, mais Domingo vit Antonio tomber, touché par une balle. Bien qu'il voulût aider son ami, Rosa le retint. « Domingo, il est déjà trop tard, il faut courir ou nous mourrons aussi. » Ensemble, ils coururent à travers les bois, poursuivis, entendant les aboiements des chiens. De plus en plus proches, les cris des chasseurs d'esclaves et les coups de feu résonnaient entre les arbres. Alors qu'ils pensaient ne plus avoir aucune chance, une force inattendue les guida. Ils découvrirent une grotte cachée derrière un rideau de vigne. À l'intérieur, ils restèrent immobiles, s'enlaçant, respirant doucement et priant en silence. Les chiens passèrent sans les remarquer. Ils y restèrent 2 jours, se nourrissant seulement de quelques racines et buvant l'eau d'une flaque formée au fond de la grotte. Quand ils sortirent, affamés et épuisés, ils ne savaient plus où aller. C'est Rosa qui eut l'idée d'éviter le quilombo et de se rendre en ville, où ils pourraient se mêler aux Noirs libres et chercher du travail pour obtenir leur liberté autrement. Domingo accepta, connaissant les chemins dangereux que ceux qui allaient au quilombo devaient emprunter. Ils avancèrent vers Porto, heureux de marcher seuls la nuit et de se cacher le jour. Après presque 2 semaines, ils arrivèrent en ville si maigre et sale qu'ils ressemblaient à des mendiants. Ils se mêlèrent alors à la population noire urbaine, composée de libres et d'esclaves. Domingo trouva un emploi dans un entrepôt, tandis que Rosa travaillait à laver le linge pour des familles aisées. Pendant 3 ans, ils vécurent ainsi, cachés à la vue de tous, toujours inquiets d'être reconnus et capturés. Durant cette période, Rosa tomba enceinte et donna naissance à un garçon aux grands yeux qu'ils appelèrent Antonio, en hommage à un ami tombé pour la liberté. Élever cet enfant donna un nouveau sens à leur vie. Domingo travaillait sans relâche et Rosa économisait chaque centime. Après 5 ans, ils purent acheter de faux papiers d'affranchissement grâce à un employé corrompu. Bien qu'ils sachent que ces documents étaient falsifiés, ils constituaient une protection contre l'esclavage. Avec ces papiers en main, ils franchirent la frontière pour rejoindre l'Uruguay, où l'esclavage avait été aboli récemment, et purent enfin respirer librement. À Montevideo, Domingo travailla comme débardeur au port, Rosa vendait des encas dans la rue, et ils élevèrent Antonio et 2 autres enfants nés plus tard, tous libres et portant le nom qu'ils avaient choisi, Liberdad. Domingo n'oublia jamais les épreuves passées, mais transforma la douleur en force et en amour pour sa famille. Parfois, lors de nuits calmes, il racontait à ses enfants le Brésil qu'il avait quitté, la lutte pour la liberté et les amis perdus, terminant toujours par « Vous êtes nés libres, mais n'oubliez jamais que cette liberté a un prix. Sang, sueur et larmes de ceux qui vous ont précédés, et vous devez honorer ce souvenir en vivant avec dignité et en luttant pour que tous puissent un jour être libres. » Rosa, à ses côtés, tenant sa main, savait que malgré toutes les cicatrices, ils avaient gagné. Ils étaient libres, ensemble, avec des enfants qui ne connaîtraient jamais l'oppression. Ces histoires de lutte, de souffrance et d'espoir nous rappellent l'importance de la mémoire et de la liberté et nous invitent à ne jamais oublier d'où nous venons ni où nous voulons aller. Les années passèrent et Domingo et Rosa virent leurs enfants grandir dans un monde que, pour la première fois, ils pouvaient appeler véritablement libre. Antonio, leur premier-né, montrait très tôt une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Chaque soir, il écoutait avec de grands yeux les histoires de son père, captivé par les récits de courage, de fuite et de survie. Ses frères et sœurs suivaient le même chemin, absorbant les leçons de résilience et de dignité que leurs parents leur transmettaient.
Domingo se surprenait parfois à marcher le long du port, observant les navires qui venaient de partout et à ressentir une étrange nostalgie pour les terres qu'il avait fuies. Mais il n'y avait plus d'amertume, seulement un respect pour ce que le passé lui avait appris. La liberté n'était jamais acquise une fois pour toutes, elle se gagnait et se protégeait chaque jour. Un soir de printemps, alors que le soleil plongeait dans l'estuaire de Montevideo, Domingo reçut la visite d'un vieil homme noir, aux yeux perçants et au sourire fatigué. Il portait une lettre cachetée et un souvenir d'un autre temps, une petite plume gravée de symboles quilombo. L'homme expliqua qu'il venait de l'intérieur du Brésil et qu'il avait entendu parler de la fuite de Domingo et Rosa. Les mots du courrier étaient simples mais lourds de sens. Un appel à rejoindre un réseau de Noirs libres qui luttait pour protéger les descendants des esclaves et pour offrir refuge à ceux qui fuyaient encore l'oppression. Domingo ressentit une vague de souvenirs et d'émotions contradictoires. Il avait choisi la sécurité pour sa famille, mais cette lettre ravivait l'appel de sa jeunesse, cette flamme qui avait brûlé dans ses veines lorsqu'il rêvait de quilombo et de rébellion. Rosa, voyant l'hésitation dans ses yeux, posa doucement sa main sur la sienne. « Tu n'as plus besoin de courir, » dit-elle. « Mais si ton cœur veut encore protéger les autres, je te suivrai, comme toujours. » Ainsi, un nouveau chapitre commença pour eux, différent de la fuite et de la survie, mais tout aussi exigeant. Domingo et Rosa devinrent des piliers du réseau de Noirs libres, apportant aide, refuge et enseignement aux nouveaux fugitifs. Ils racontaient leur histoire aux jeunes, leur montraient les chemins sûrs et partageaient les leçons de courage et de résilience. Antonio, devenu adolescent, suivait les traces de ses parents, apprenant à naviguer dans un monde où la liberté devait être défendue à chaque instant. Et malgré les cicatrices visibles et invisibles, le passé douloureux ne pesait plus sur eux comme une chaîne. Chaque rire de leurs enfants, chaque repas partagé, chaque nuit paisible était une victoire sur l'histoire qu'on avait tenté de leur imposer. Dans les rues animées de Montevideo, parmi les visages libres et ceux encore marqués par l'injustice, Domingo savait que son combat avait trouvé une continuité. La liberté, une fois conquise, pouvait inspirer les générations suivantes. Et dans le silence d'une nuit claire, il levait parfois les yeux vers les étoiles, se souvenant de la rivière, de la charrette, de la grotte et du souffle d'Antonio Bento. Il murmurait alors, comme une promesse, « Tant que je vivrai, personne dans ma famille ne connaîtra jamais la peur des chaînes, et nous protégerons ceux qui sont encore en route vers la liberté. » Les années passèrent, et Antonio, désormais jeune homme, se révéla être un leader naturel. Il avait hérité du courage de son père et de la persévérance de sa mère. Avec ses frères et sœurs, il grandissait dans une ville où la liberté existait, mais où le souvenir de l'oppression était encore vivace. Les récits que Domingo et Rosa leur avaient transmis n'étaient pas seulement des histoires. Ils étaient des leçons, des avertissements, des appels à l'action. À Montevideo, un réseau clandestin de Noirs libres continuait d'accueillir ceux qui fuyaient l'esclavage au Brésil. Domingo et Rosa y jouaient un rôle central. Ils guidaient les nouveaux arrivants, leur donnaient des vêtements, de la nourriture et surtout, leur enseignaient comment se cacher et survivre. Mais ils comprirent vite qu'éduquer les jeunes était tout aussi crucial que les protéger. Antonio et ses frères et sœurs apprirent à lire et à écrire, à comprendre l'histoire de leur peuple et à développer la conscience qu'aucune liberté n'était acquise une fois pour toutes. Un soir, alors qu'Antonio revenait d'une mission de repérage pour aider des fugitifs, il rencontra un jeune garçon qui venait de traverser la frontière clandestinement, épuisé et affamé. Ses yeux reflétaient la même peur et la même détermination que Domingo autrefois. Antonio sentit son cœur se serrer et sut, à ce moment précis, que son combat était loin d'être terminé. Avec douceur, il prit le garçon par la main et lui dit « Tu es en sécurité ici. Nous allons t'apprendre à marcher librement dans ce monde. » Domingo, voyant son fils agir ainsi, sut que l'héritage de la liberté se poursuivait. Mais il savait également que le danger n'avait jamais disparu. Des chasseurs d'esclaves brésiliens franchissaient parfois la frontière, en embuscade, à la recherche de fugitifs. L'existence de ces réseaux était précaire. Chaque mouvement, chaque décision pouvait être fatale. Pourtant, la peur ne dominait pas leur vie. Elle était devenue un outil de vigilance, un rappel constant que la liberté exigeait courage et stratégie. Au fil des années, Antonio et ses frères et sœurs grandirent dans cette double réalité. La sécurité de la ville libre et l'obligation de protéger ceux qui fuyaient encore l'oppression. Ils apprirent les chemins secrets, la survie dans les forêts et les rivières, et l'art de se fondre parmi la population urbaine. Chaque mission réussie, chaque vie sauvée, était un hommage à leurs parents, à Domingo et Rosa, et à tous ceux qui avaient donné leur vie pour la liberté. Domingo et Rosa, eux, vieillirent paisiblement, observant leurs enfants reprendre le flambeau.
Les cicatrices de leur passé ne disparurent jamais complètement, mais elles s'étaient transformées en force et en sagesse. Leur nuit était remplie des rires et des rêves de leurs enfants, et de temps en temps, lorsque la lune éclairait la mer, ils se souvenaient de la rivière, de la grotte et de la fuite, avec un mélange d'émotion et de gratitude. Et au-delà de Montevideo, dans les montagnes du Brésil, d'anciens quilombos continuaient de résister, préservant l'espoir et la mémoire de ceux qui avaient souffert. Grâce à Domingo, Rosa et leurs enfants, un fil invisible mais puissant reliait les fugitifs et les libres, transmettant l'histoire, la force et la détermination d'un peuple qui refusait de connaître l'esclavage à jamais. Dans cette lumière fragile du soir, Domingo murmura à Rosa, tandis qu'il regardait Antonio et ses frères jouer, « Nous avons survécu et nos enfants survivront aussi, mais ils devront toujours se battre pour ce qui est juste. » Rosa sourit, pressant sa main dans la sienne, « Alors, faisons en sorte que leur combat commence avec amour et courage, et jamais avec peur. » Antonio avait maintenant dépassé la vingtaine. Grand, fier et doté d'un courage hérité de son père, il était devenu un pilier du réseau de Noirs libres de Montevideo. Les histoires de Domingo et Rosa l'avaient façonné. Il connaissait la valeur de la liberté et le prix qu'il fallait payer pour la protéger. Chaque fugitif accueilli dans la ville rappelait à Antonio les visages des esclaves qu'il n'avait jamais connus mais dont les histoires coulaient dans ses veines. Avec ses frères et sœurs, il mit en place un système pour accueillir, former et protéger ceux qui arrivaient du Brésil. Ils enseignaient à lire et écrire aux enfants et adultes qui fuyaient l'esclavage, leur montraient comment se cacher des chasseurs d'esclaves et leur expliquaient les règles de la ville pour passer inaperçus. Antonio se fit un point d'honneur de leur transmettre l'esprit de résistance et de dignité que ses parents lui avaient inculqué. Mais le monde autour d'eux restait dangereux. Certains fugitifs étaient traqués, et des chasseurs d'esclaves brésiliens s'aventuraient parfois en Uruguay, poussés par la cupidité ou la haine. Un jour, un messager arriva à Montevideo avec la nouvelle qu'une bande de chasseurs d'esclaves sévissait près de la frontière. Sans hésiter, Antonio organisa un groupe d'hommes et de femmes libres pour aller protéger les villages et guider les fugitifs vers la sécurité de la ville. Il savait que chaque vie sauvée était un acte de rébellion contre l'injustice qui avait marqué son propre passé. Au fil des années, Antonio se forgea une réputation. Un homme intrépide, rusé et juste, capable de déjouer les pièges les plus dangereux. Mais il n'était jamais seul. Ses frères et sœurs, ses parents, et même les jeunes qu'ils avaient protégés, formaient un réseau soudé, un véritable quilombo urbain, où chacun savait que la liberté devait être défendue ensemble. Un soir, alors qu'Antonio revenait d'une mission risquée près de la frontière, il trouva son père, Domingo, assis sur le port, regardant les bateaux au loin. Domingo leva les yeux et sourit, fier mais inquiet, « Tu marches sur mes traces, mon fils. Mais souviens-toi, parfois, le plus grand courage, c'est de savoir quand protéger et quand fuir. » Antonio s'assit à côté de lui et répondit, « Père, je n'ai pas oublié ce que tu m'as enseigné. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Ceux qui souffrent encore ont besoin de nous. » La nuit tomba, illuminée par les étoiles, et le souffle du vent portait l'odeur de l'océan. Dans ce calme fragile, Antonio prit conscience de la responsabilité immense qui reposait sur ses épaules. Continuer la lutte de ceux qui avaient été enchaînés, protéger les innocents et transmettre la mémoire de ceux qui avaient tout donné pour que lui, ses frères et sœurs et leurs enfants puissent naître libres. Les années suivantes, le réseau de Montevideo s'étendit. Des villes plus éloignées furent connectées, des alliances furent nouées avec des hommes et femmes libres dans d'autres régions, et la communauté noire urbaine devint un havre de résistance. Grâce à Domingo et Rosa, et désormais à Antonio, une nouvelle génération apprit que la liberté n'était pas seulement un droit. Elle était un devoir, à défendre avec courage, intelligence et solidarité. Et dans le cœur de Montevideo, chaque soir, au son des rires d'enfants libres courant dans les rues, la famille de Domingo se souvenait que le passé ne disparaît jamais totalement, mais qu'il peut devenir une force, un guide et un exemple pour que la liberté triomphe encore et encore. Tá. Tô fazendo, já tô escrevendo o plano certinho do que eu tô fazendo.
Oubi. Oui.